Bonjour, ici Jean-Maxime Corneille. Souvenez-vous, j'avais réagi à chaud au matin du 14 juillet au sujet de la tentative d'assassinat de Trump à partir d'éléments qui n'étaient pas certains. Donc je voudrais récapituler les éléments que j'avais évoqués, quatre points clés. À mon avis, il s'agissait d'une véritable tentative d'assassinat, contrairement au tir de barrage médiatique qu'on avait eu immédiatement contre cette idée. Il y avait un clair déni des médias politiquement corrects et un déni tellement unanime qu'il était, et rapide, qu'il était pour moi suspect. Ça laissait envisager pour moi une diversion. Deuxième élément, il était clair que nous avions une défaillance du Secret Service avec un aspect stand down, c'est-à-dire le fait d'être défaillant dans l'exercice de ses fonctions, d'être démissionnaire. On avait clairement vu qu'il y avait un autre toit à 125 mètres, c'était évident qu'il fallait sécuriser ce toit-là, c'était très anormal. Le troisième point, c'est que donc, le Secret Service avait clairement laissé le temps au tireur de faire son kill. C'était une défaillance qui ne pouvait avoir été que voulue dans ce contexte-là, que ça a été sur le coup ou que ça a été par anticipation, parce qu'il était aussi possible qu'avec le défilement du toit, les tireurs du Secret Service n'aient vu la cible qu'au dernier moment, mais dans ce cas, c'est que la défaillance provenait d'avant, c'est absolument évident. En tout cas, l'explication de l'incompétence du Secret Service était peu crédible, c'était évident. Quatrième point, j'avais parlé de d'une tentative déniable, c'est-à-dire conçue pour que l'État profond puisse déployer un déni plausible, comme en matière de renseignement, ce qui rendait possible un scénario en patte d'oie. C'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire un carrefour d'où partaient deux possibilités. J'y voyais donc deux possibilités avec un scénario 1, premier scénario, la réussite de l'assassinat, une satisfaction dans ce cas de l'État profond qui allait avoir un boulevard pour placer Michelle Obama ou n'importe quel autre candidat face à un autre que Trump. Il aurait eu la partie plus facile. Je disais que le but de l'État profond, dans ce contexte-là, c'était avant tout de déclencher la Troisième Guerre mondiale, en tout cas de sauver le dollar, potentiellement de déclencher la Troisième Guerre mondiale pour sauver le dollar. Pour faire oublier que le dollar ne vaut plus rien, et également pour faire passer une solution à la Davos clé en main, à la manière des mondialistes. C'est-à-dire qu'ils créent les problèmes d'un côté, puis ils prétendent apporter les solutions, mais toujours selon la même injonction. Acceptez nos solutions, ou bien ça sera le chaos. Leurs solutions, à eux, ce sont les monnaies numériques à la Davos, c'est-à-dire contrôlées par des groupes privés liés à Davos. Et pour ce faire, il y a urgence, parce qu'en fait, il y a plutôt concurrence. C'est pour faire oublier le contre-scénario des BRICS, la réaction des BRICS contre ce scénario mondialiste à la Davos. Problème de l'État profond, donc, et le problème de Davos, ce sont les mêmes. L'État profond et Davos, ce sont sensiblement les mêmes acteurs. Il est tout à fait possible que les BRICS fassent sauter le dollar lors de leur sommet d'octobre 2024 qui approche. Et au passage, ils feront également sauter l'euro. C'est un scénario plausible. Ça serait une catastrophe pour les dieux de la monnaie, c'est-à-dire pour la City et Wall Street. Donc je faisais référence dans cette vidéo à l'arrière-plan historique qui est nécessaire pour comprendre tout ça, pour comprendre notamment en comparaison en 1914, le début de la Première Guerre mondiale. L'Empire britannique était déjà ruiné sur le papier, ça ne l'a pas empêché de déclencher une guerre immonde et d'en sortir grand vainqueur. Ça, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. C'est plutôt que la City de Londres avait été, la finance spéculative internationaliste avait été sortie grande gagnante de cette guerre, avec le sang des autres, évidemment, y compris du sang anglais. Donc, dans ce premier scénario, Trump devait être liquidé. Et rappelons-nous que Trump avait critiqué la Fed en 2016. Entre-temps, il a été poigné. Il a été tenu par l'État profond et il se serait fait buter s'il était allé plus loin. Mais alors seulement, si Trump avait été liquidé, l'État profond et les mondialistes de Davos auraient eu un boulevard donc pour leur scénario du pire qui consiste à imposer les monnaies numériques contrôlées par des groupes privés et éventuellement déclencher une troisième guerre mondiale pour sauver le dollar si besoin. Deux options avec, comme dirait Attali, avant ou après la guerre. La question est de savoir si guerre ou pas, mais en tout cas deux options qui sont connexes. La guerre et une remise à plat des monnaies, mais contrôlée par Davos et contrôlée par l'État profond, par ces gens qui veulent que les monnaies ne servent qu'à ce qu'ils se goinfrent toujours plus. Ça, c'était donc le premier scénario. Dans le deuxième scénario, la potentialité d'une tentative qui aurait pu être donc ratée, comme ça a été le cas. Je raisonnais à partir des premiers éléments.
un tir à 125 mètres, un calibre 22 long rifle. Il s'est avéré que cette idée, on n'en a plus entendu parler, l'histoire du calibre 22 long rifle. Je disais que c'était un choix curieux pour des tirs de précision. En tout cas, pour la précision, le 22 LR se défend, mais pour sécuriser le kill, un autre calibre aurait mieux fait l'affaire. Un 7,62 par 51 autant ou un 338 la plus A. Si on voulait vraiment sécuriser, l'état profond aurait vraiment mis les moyens. Au lieu de cela, je disais que c'était un choix curieux qui avait été fait, qui ne permettait pas forcément d'assurer le résultat de l'assassinat de Trump. Donc l'état profond, de fait, agissait en amateur et faisait faire le boulot par un amateur. Ce qui était quand même bizarre. L'histoire des calibres avait été clarifiée entre-temps, mais dans ce cas-là, j'envisageais, moi, un scénario encore plus finot à l'époque. Une tentative ratée, puis un rouleau compresseur des médias APC, des médias politiquement corrects, qui allait dire « c'est Trump ». Premier point, c'est Trump qui a organisé donc pour le blâmer. Façon Mitterrand, attentat de l'Observatoire, ça aurait été pour le ridiculiser ou pour ridiculiser l'hypothèse qu'il eût pu être menacé. Alors qu'il y avait quand même des raisons de le penser. Le deuxième point, j'envisageais surtout un scénario de type future vengeance de Trump, le méchant agent des méchants Russes et des méchants Chinois. Un faux narratif qui dure cependant depuis l'épisode du pseudo Russia Gate, qui était avant tout un contre-feu de l'État profond contre les annonces de Trump à l'époque. Des annonces lorsque Trump disait qu'il allait notamment révéler les dessous de l'assassinat de JFK, donc de Kennedy. Or, ça aurait été comme une pelote de laine, c'est-à-dire que si vous donnez la solution de l'assassinat de JFK, vous arrivez tôt ou tard sur l'État profond actuel, parce que ce sont les mêmes. Donc dans cette configuration-là, la veille de cette tentative d'assassinat de Trump, il y avait au sein du Parti démocrate un sentiment anti-Biden qui montait dans le camp démocrate. Biden était incompétent et sénile, mais il ne voulait pas lâcher le pouvoir. Or, pour proposer Michelle Obama, qui aurait en tout cas de meilleures chances de réussir que Biden contre Trump, il fallait que Biden se retire. En relisant d'ailleurs mon ouvrage qui est en précommande sur GPTV, Géopolitique profonde, j'ai également revu la potentialité d'une candidature de Kamala Harris. Parce que première VP, première vice-présidente à la fois afro-américaine et indienne, elle cochait certaines cases, ça pouvait être intéressant. On parle aussi ces derniers jours du retour d'Hillary Clinton. Mais dans les deux cas, le camp Trump aurait des angles d'attaque sur Michelle Obama, sur Hillary Clinton. Mais c'est avant tout le constat que le camp démocrate est à la fois vérolé et assez désemparé pour n'avoir pas beaucoup de bons candidats crédibles à sortir face à Trump. En tout cas, c'est un vrai problème. Ça, c'était pour les deux scénarios dans lesquels Trump aurait donc vécu une vraie tentative d'assassinat. Je ne développais pas le troisième scénario. Le troisième scénario dans lequel Trump aurait lui-même fait, d'une façon ou d'une autre, organiser cet attentat, pas forcément Trump lui-même ou des gens autour de Trump, ça aurait été une prise de risque, c'est ce que je disais, potentiellement une balle en cire, il aurait pu être blessé, ça aurait été impossible à cette distance. Je ne développais pourtant pas ce troisième scénario à chaud, mais il aurait peut-être mérité d'être creusé. J'ai évoqué tout de même un gain de popularité qui aurait pu être une mauvaise chose pour l'État profond. Alors aujourd'hui, je développe en tout cas la potentielle faisabilité de cette troisième hypothèse qui pour moi reste résiduelle, l'hypothèse que l'attentat ait été organisé d'une façon ou d'une autre par le camp de Trump. Je dis que techniquement ça serait faisable. Par analogie avec le cinéma, ça aurait été une opération de com excellente et rien n'est fondamentalement impossible pour par exemple des pastiche de cinéma, par exemple une oreille trouée, une histoire non pas de capsule de sang, mais quelque chose qui se déclencherait d'une façon ou d'une autre. Rien ne serait impossible à ce niveau-là. En termes d'effets spéciaux, ça ne serait pas impossible. Et surtout, il serait possible d'y voir une analogie avec Oswald. C'est surtout sous l'angle du tireur. Oswald avait dit lui-même avant d'être assassiné qu'il n'était qu'un patsy, un pigeon qui avait été piégé. Or, je fais une analogie avec ce que disait Steve Pechennik au sujet de Charlottesville. Il y a un duel de scénaristes hollywoodiens qui sont dans les deux camps. Et il y en avait, à l'occasion de Charlottesville, il y en avait au moins un du côté de Trump, mais il y en avait bien plus du côté de l'État profond. C'est bien plus l'État profond qui est habitué à faire des manipulations hollywoodiennes, et on sous-estime ça grandement depuis la France. Alors, dans ce contexte-là, j'envisageais que le camp Trump ait pu utiliser les outils de l'État profond contre l'État profond
notamment des scénarisations hollywoodiennes qui auraient eu un but occulte derrière. Je dis en tout cas que cette troisième hypothèse, même si elle est résiduelle, était possible parce qu'il y a de nombreuses bizarreries. Il y a du pour, il y a du contre. Il y a du pour, il y a du contre, et je raisonnais également par analogie, à partir notamment de l'attentat du Thalys vers Bruxelles en 2015. C'était une bizarre histoire où un terroriste s'était vu livrer dans un sac de sport un fusil d'assaut AKM, donc une AK modernisée avec 6 chargeurs, et à peine avait-il voulu s'en servir qu'il avait connu un incident de tir. Or, un incident de tir avec une AKM, c'est presque une blague militaire. Une AKM subit un incident de tir, point. C'est rare, et surtout en admettant que l'arme ait été préparée correctement, bichonnée pour qu'elle puisse servir dans une grande occasion. C'était quand même très bizarre qu'une AKM livrée avec 6 chargeurs subisse un incident de tir directement. Donc la question c'était qui avait préparé l'AKM ce jour de l'attentat de Bruxelles. Par analogie, c'est très anormal qu'on ait laissé faire ce tireur dans la tentative d'assassinat contre Trump, qu'on ait laissé grimper ce tireur au-dessus d'un bâtiment employé par la police, avec d'autres informations qui surgissent. Ces derniers temps, on a même parlé d'un drone aujourd'hui. Il pouvait très bien y avoir cette même question durant cette affaire. On a évoqué des choses concernant cette tentative d'assassinat par Trump, mais la connexion avec la police ou la connexion avec l'État profond, la question, ça aurait été qui a préparé l'arme? Est-ce que les munitions auraient pu être changées? Ça, c'est aussi la question de savoir le son que l'on entend. Est-ce que, en fonction de la munition, en fonction de savoir si elle est supersonique, est-ce qu'on entend le double clac? En tout cas, je dis que dans cette troisième hypothèse résiduelle, il y aurait eu une première raison qui aurait été un gain de popularité de Trump pour sécuriser sa réélection, c'est-à-dire l'idée de transformer une situation à la 2020, c'est-à-dire une situation où le match était délicat entre Trump et Biden, on était relativement proches. Dans ce contexte 2020, pour de nouveau 2024, un vol de l'élection façon 2020 aurait été possible. Alors que là, après une situation de tentative d'assassinat ratée, Trump se retrouve nimbé d'une nouvelle aura et d'un soutien massif qui, là pour le coup, lui permettrait de creuser l'écart. En revanche, je dis que, plus que cette opération de popularité, je dis qu'il existerait une seconde raison pour laquelle une scénarisation scriptée de cette tentative d'assassinat, qui aurait été fausse, aurait eu un véritable rôle légitime pour le camp Trump. Je dis que ça aurait été pour mettre en échec une tentative bien pire qui aurait été ourdie contre le candidat Trump. Ceci permettant au passage d'épurer le Secret Service, parce qu'on a bien vu qu'il y avait lieu de le faire. Dans cette troisième hypothèse, je dis donc que ça aurait pu permettre de déjouer une tentative d'assassinat plus tard, mais qui aurait été mieux ficelée. Et là, je dis que, à partir de cette tentative d'assassinat-là qui a eu lieu et ratée, je dis que le camp Trump est bien plus légitime à demander maintenant plus de sécurisation, une sécurisation bien plus professionnelle et à l'exiger à présent. Pour la petite histoire, j'ai moi-même eu une expérience personnelle de ce genre de choses. Je ne parle pas forcément d'aucune expérience, une attaque imprévue, avant une attaque prévue, peut aboutir à modifier un dispositif de sécurité d'une façon à compromettre une opération plus sérieuse qui était antérieurement prévue, mais qui du coup se trouve modifiée par le changement du dispositif de sécurité survenu entre-temps. Et ça permet également de voir, d'identifier quelle personne, quel réseau bouge, quel réseau panique, qu'est-ce qui s'organise différemment. En matière de renseignement, rien n'est impossible et on peut tout à fait avoir des observations et des contre-observations des deux camps qui observent justement qui panique, qui change. C'est comme ce qu'on appelle un piège à canaries. Tom Clancy appellerait ça un piège à canaries, c'est-à-dire que certains ayant certaines infos réagissent différemment en fonction d'une modification de la situation. Donc je dis pour moi que pour cette raison spéciale, mettre en échec une tentative bien pire d'assassiner Trump, il est tout à fait envisageable, en tant que hypothèse de travail, que cette tentative d'assassinat ait en réalité été scénarisée, qu'il se soit agi de quelque chose de faux, de mise en scène. Je garderai pour moi mon avis définitif sur cette affaire, d'autant plus que certains éléments affleurent et qu'il y a certains éléments qui peuvent plaider pour un côté ou pour l'autre.
Je dis vraiment qu'on peut avoir des hypothèses des deux côtés. Il y a notamment cette histoire de l'homme qui a été tué dans la tribune. Je disais que quand on voyait la caméra, quand on voyait les gens de face, il était possible d'envisager des figurants payés ou des gens qui faisaient partie du scénario sans que des éléments extérieurs ne s'additionnent. Par contre, nous avons eu aujourd'hui un autre angle de la caméra qui montre bien ce qui pourrait être un impact de balle derrière la personne qui a été touchée. En étant vraiment hollywoodien jusqu'au bout, je dis que strictement rien n'est impossible dans les deux cas. Et que si le camp Trump a bien fait les choses de façon vraiment scénarisée, de façon vraiment hollywoodienne, ils ont prévu certains angles avec certains éléments pouvant envisager en effet une véritable crédibilité de quelque chose qui en réalité aurait été scripté, mis en scène. J'estime encore que cette hypothèse est résiduelle, mais je dis qu'elle n'est pas à écarter dans la mesure où il y a des bizarreries, et notamment j'estime que la façon... C'est un ancien garde du corps de Sarkozy, je mettrai la vidéo, qui a dit clairement ces choses-là. C'est très anormal qu'on n'ait pas évacué Trump de la scène, c'est très anormal qu'on l'ait laissé exposer de nouveau sa tête, qu'il n'y ait pas eu de valise de Kevlar, qu'on l'ait laissé faire « ouais, fight, fight, fight », c'est très bien, c'est très, très beau. Mais ça peut être aussi à la fois une énorme négligence, mais aussi une opération qui aurait été scénarisée à cette fin. J'estime que c'est, on va dire, une hypothèse résiduelle, mais ce n'est pas impossible. Si l'opération a été bien faite, tout est possible. Et je dirais aussi une chose, c'est qu'à leur place, j'aurais fait pareil. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment un risque que Trump se fasse assassiner, avec un risque de troisième guerre mondiale derrière, avec un risque d'effondrement des États-Unis, de guerre civile, etc., je dis qu'il serait très facile de trouver une centaine de gens qui savent tenir leur langue et pour être vraiment professionnels autour d'une situation. On peut trouver des militaires ou des gens des services ou autres. Rien n'est impossible à ce niveau-là, en tout cas des partisans loyaux, pour sécuriser et surtout pour empêcher par exemple une tentative d'assassinat qui serait bien plus crédible et si elle avait été mieux montée qu'un loulou qui tirait à la 22 ou à la 223 sans viseur à 125 mètres. Ça semble quand même bizarre. Je dis que en tout cas cette troisième hypothèse résiduelle existe et je dis surtout que à la place du camp Trump, dans cette configuration-là, moi je l'aurais fait sans hésitation et que c'est faisable techniquement. Il suffit qu'autour de chaque victime, vous ayez un bloc de 20 personnes. On a déjà vu ça dans d'autres attentats en France. Les attentats de Charlie Hebdo, par exemple. C'était très bizarre, cette histoire de policiers par terre. J'étais moi-même allé sur place, il n'y avait pas d'impact de balle au sol, par exemple. Je dis donc que techniquement, tout est faisable en manipulant des images ou en créant tout un conditionnement alentour et tout un montage et des vidéos préenregistrées ou une scénarisation bien montée. Rien n'est impossible dans cette troisième hypothèse. Elle demeure résiduelle, mais rien n'est impossible. Maintenant, j'ajoute un point nouveau, c'est que, donc c'est ce que je disais de la configuration actuelle, celle de 2020, Trump devant Biden, mais pas assez pour que ce soit évident. Et surtout, le Parti démocrate manœuvre pour remplacer Biden par Michelle Obama. De fait, on voit ce soir que Biden est certainement mort, la Maison-Blanche va certainement l'annoncer ce soir, il y a des bizarreries, mais encore une fois, en matière de renseignement et de script, de scénarisation, hollywoodienne, avec une manipulation des images omniprésentes. On voit que Biden, là, tout va bien, on l'a vu fringant, alors qu'il est possible, en effet, qu'il soit mort et qu'ils aient possiblement sorti un sosie. Rien n'est impossible. On est dans des affaires sensibles. Ce sont des milliards de milliards qui sont en jeu, ce sont des guerres et des enjeux terrifiants qui sont en jeu. Rien n'est impossible dans cette configuration-là. De par l'activité des services, il faut envisager toutes les possibilités, il faut penser l'impensable. Mais on savait depuis des mois que la soi-disant Michelle Obama aurait pu être une vraie menace contre Trump, avant tout parce qu'elle aurait eu les médias avec elle, le vent des médias dans le dos et évidemment tous les réseaux subversifs à la Soros. Depuis l'affaire de Charlottesville, qui est le thème aussi de mon dernier ouvrage, il est facile pour les médias de prétendre qu'il y a un déficit de popularité de Trump parmi les Afro-Américains. Donc Trump est facile à caricaturer comme le méchant, blond, raciste, pseudo-nazi. Donc le travail de subversion médiatique serait facile en faveur de Michelle Obama contre Trump. Et les médias PC pourraient jouer sur du velours. Sauf que pour Michelle Obama, Steve Pechanik nous disait dès 2015 qu'elle n'était pas ce que l'on croyait. C'est peut-être pas pour rien qu'on l'a ou le surnomme Big Mike. Petite analogie avec Chibrit. Honni soit qui mal y pense, évidemment. Je ne fais que répéter ce que dit le très méchant Pechanik. Donc je dis que dans cette configuration-là, en tout cas, il était possible que nous ayons assisté à une contre-manœuvre
par anticipation du camp Trump, à la fois pour sa popularité, pour sa sécurisation également. Et je pense à mon avis bien plus pour sa sécurisation. Parce qu'il y a eu déjà d'autres tentatives dans d'autres rassemblements politiques où on avait eu un doute, savoir s'il n'y avait pas un tireur. En tout cas, on voyait très bien que Trump était immédiatement évacué de la scène, il y avait d'autres choses qui se passaient. Maintenant, un dernier point au sujet de Alexis Cossette-Trudel, avec lequel j'avais échangé en 2017. Je lui avais envoyé ma base de Charlottesville à l'époque, dans une pure optique de camaraderie francophone des deux côtés de l'Atlantique. Lui, Alexis, a continué le travail que je ne pouvais pas forcément faire. Par contre, il a fait donc un boulot énorme depuis 2017, mais je lui avais dit, dès mai 2016, je lui avais dit méfiance, méfiance, parce que je ne pensais pas, malgré l'optimisme de Petchenik, que tout allait se dégonfler. Et pour moi, derrière le mouvement QAnon, il y avait une opération duale, un truc assez pervers même par certains égards, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de désinformation, une partie avec des éléments vrais, des éléments faux, donc très efficace parce que entremêlés. À partir d'une réalité initiale, on avait un jeu de pistes, mais qui aboutissait pour moi plutôt à occuper, à divertir et même potentiellement à démoraliser à terme les patriotes, tandis que l'État profond faisait dégonfler discrètement et tranquillement les affaires sensibles, spécialement l'affaire Epstein. D'un côté, donc, il s'agissait de maintenir les patriotes en haleine dans le sillage de la victoire de Trump, dans la même ambiance que 2015-2016. Rappelez-vous que c'est moi qui avais traduit les éléments de Petchenik à l'époque, notamment au sujet de l'affaire Epstein. Mais de l'autre, donc, un dégonflage en douce, des gros scandales, avec le temps, en créant des sous-affaires dans des affaires dans l'affaire, mais finalement avec le même résultat. C'était émousser ce qui aurait dû être la riposte trumpienne, la restauration de l'État, qui n'a finalement pas abouti à grand-chose, et on sait qu'en 2020, il s'est fait voler l'élection. Je suis formel là-dessus, mon second ouvrage sortira sur la question. On a donc empêché Trump de dévider la pelote de laine des scandales, et de fait, c'est le principe des affaires mondialistes, c'est qu'en mouillant tout le monde, en faisant tout pour noyer le poisson, il y a un moment où, c'est typiquement la méthode de l'État profond, à un moment les scandales, on les oublie, ils meurent de leur belle mort, et les gens qui auraient dû être touchés n'ont pas réellement été impactés. Parce que sinon, globalement, une bonne partie de la caste politique démocrate aurait dû être impactée, ça c'est clair. Petchenik avait donné tous les éléments à ce sujet-là, donc c'est un vrai problème que ça n'ait pas été fait. Mais le problème est aussi qu'on part d'une compréhension complètement déficiente de l'histoire des États-Unis par le peuple américain. Le peuple américain part de trop loin. La désinformation médiatique est trop puissante au quotidien, le système politique américain est trop vérolé et ce n'est pas récent. Curtis Dahl, le gendre de Roosevelt, le disait déjà en 1968. C'est globalement le livre que chaque Américain devrait lire, mais lire aussi Solzhenitsyn, L'erreur de l'Occident, ou Le déclin du courage en Occident, 2 siècles ensemble qui n'est toujours pas traduit. Tout ceci nécessiterait donc des analyses plus poussées, et surtout une actualisation des éléments de Curtis Dahl, avec notamment ceux de Petchenik et de tous les lanceurs d'alerte de la communauté du renseignement américain. Il y a toute une dynamique de réinstruction populaire, et il est urgent de le comprendre. C'est pour ça que j'aspire à vous faire gagner du temps notamment. C'est la raison de la publication de mon ouvrage Charlottesville, à la fois du fait de la situation politique en France, mais également de ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça, c'est absolument vital de le comprendre. Sachant que d'autres ouvrages suivront, notamment un ouvrage sur les élections de 2020. En faisant bien les choses, il me faudrait aussi un ouvrage sur le mandat de Trump 2016-2020. Il faudrait même qu'Alexis Cossette-Trudel fasse un ouvrage, au moins pour avoir sa version de QAnon entre 2020 et 2024, parce que par certains égards, je ne suis pas en accord avec ce qu'il dit, même s'il y a un fond de vrai et il y a certaines potentialités. Néanmoins, ça mériterait d'être développé, mais lui ça mériterait d'être écrit pour qu'il existe une version pour savoir, en fait, pour comparer les versions et pour développer, en fait, une version qui soit contraire à celle des médias profonds de tout ce qui s'est passé depuis 2015-2016. En tout cas, en conclusion, je dis que avec cette actualisation de la tentative d'assassinat de Trump, y compris en envisageant cette troisième hypothèse de quelque chose qui aurait été scripté, parce que je dis que tout le bruit médiatique qu'il y a autour, ça peut très bien être du bruit créé par des services pour donner une apparence ou une autre. Les deux options sont possibles et les deux apparences. Le fait de capitaliser sur les deux apparences en rajoutant, en faisant fuiter des vidéos, d'autres aspects, etc., tout est possible. Mais je dis que, de toute façon, ceux qui ont fait, quoi qu'ils aient fait, d'une façon ou d'une autre, la sécurisation de Trump devait se faire. Et la potentialité d'une plus grande tentative d'assassinat de Trump, pour moi, était bien réelle. Et j'envisage clairement que ceux qui ont agi ainsi
ont eu raison de le faire, même si un Patsy s'est fait buter à l'occasion. Parce que je pense fondamentalement que le Patsy s'est fait buter à l'occasion, mais que lui a été lourdement manipulé, et pas forcément dans le sens officiel d'une tentative d'assassinat de l'État profond contre Trump. Mais je dis que ceux qui l'ont fait ont eu raison de le faire, et que les services le font sans doute bien plus souvent qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de zones d'ombre derrière le terrorisme international, mais qu'en tout cas dans cette configuration-là, tout est possible, mais il était très important de sécuriser Trump dans un contexte où nous sommes à 2 doigts d'une troisième guerre mondiale, et nous, Français, sommes spécifiquement menacés à Paris, aussi bien à l'occasion d'attentats classiques type JO, ou bien d'un scénario à la somme de toutes les peurs qui pourrait viser une seule ville dans le monde qui serait Paris. Rien n'est impossible à ce niveau-là. Il faut en tout cas être extrêmement vigilant, mais vigilant aussi contre les désinformations excessives, notamment qui viseraient à démoraliser au final des patriotes en leur donnant trop de matériaux à la canon, pour au final oublier une citation quelque chose que disait Erasme. Erasme disait en substance que l'être humain est ainsi fait. L'esprit humain est ainsi fait que les fictions font davantage effet sur lui que les réalités. Mais les réalités du renseignement étant ce qu'elles sont, les réalités de la manipulation de l'information, on a vu tellement de choses depuis 2015, même depuis 2001, évidemment. Mais même depuis Pearl Harbor, même depuis la guerre des États-Unis contre les Philippines. Il y a bien des zones d'ombre dans l'histoire américaine, dans l'histoire contemporaine américaine, et les artifices des services sont sans limite, surtout quand elles sont couplées à ceux d'Hollywood. Donc encore une fois, restez vigilants dans les deux sens. En tout cas, je dis que toute cette affaire va dans le bon sens pour le camp Trump. Je considère que la partie n'est pas gagnée pour autant. Parce que l'État profond montre à quel point il est fébrile, à quel point son dilettantisme stratégique, qui est vraiment la façon de faire des mondialismes, en fait, il fonctionne par empirisme, il sous-estime les intelligences d'en face, mais je dis que tout est possible dans le contexte actuel, nous vivons des temps délicats, et que parfois il faut aussi se méfier de l'agile-propre qui environne les éléments, qui environne les événements, parce que parfois cet agile-propre sert à envoyer des messages au camp d'en face en disant que nous savons que vous avez cette intention-là. Donc c'est pour ça que nous faisons beaucoup de bruit médiatique autour de cette intention-là, qui même si après elle ne se concrétise pas, c'est bien parce qu'à un moment ou à un autre, elle avait été dénoncée par anticipation par un camp qui faisait passer le message à l'autre qu'il connaissait les intentions de ce deuxième camp. Donc méfiance tout ça, tout est possible, mais dressons les oreilles et attention à ne pas s'enfermer dans un seul narratif, dans une seule hypothèse possible, quand en réalité il y a toujours des manœuvres et des contre-manœuvres, des hypothèses, de l'empirisme et des choses qui ne se passent pas comme prévu. Parce que l'imprévu, également dans les opérations, est une des bases globalement de l'opérationnel. Les canons conformes sont bien plus fréquents qu'on ne le pense. Et personne n'est omniscient, ni Trump, ni l'État profond, en réalité. C'est à nous de rester vigilants contre tout ça et surtout de nous instruire. D'où le petit rappel au sujet de mon ouvrage sur Charlottesville qui est en précommande et qui sera disponible la semaine prochaine. Vous avez là-dedans énormément d'éléments à comprendre pour comprendre la façon dont les manœuvres et les contre-manœuvres de l'État profond ou du camp Trump peuvent s'opérer et tous les artifices médiatiques ou relevant du renseignement par lesquels on peut nous faire prendre des récits pour des lanternes. Voilà, fin de transmission. Merci à vous, à bon entendeur.